Bonjour, Monsieur Jean-Claude Biver. Merci du coup de nous accorder un peu de temps pour cette interview. Première question, comment est-ce que vous allez en ce temps de confinement, c'est-à-dire depuis l'année passée, comment les choses vont en Suisse? Alors, les choses en Suisse vont plutôt bien, dans le sens que on n'a pas eu de véritable confinement, on a eu un confinement civique, c'est-à-dire chacun était libre de prendre les décisions en fonction de sa conscience et de son civisme et de son patriotisme. C'est une façon très suisse de faire. Et donc, on n'a pas eu d'obligation, contrairement à la France, contrairement à la Belgique ou à d'autres pays, on a eu des recommandations. Et avoir des recommandations ou des restrictions, les deux commencent par R, E, recommandations et restrictions, mais les deux n'ont pas le même impact psychologique. La restriction, on a envie de passer outre et tout ce qui est responsabilité, recommandation, c'est différent parce que ça met directement en cause notre propre conscience. Donc, d'une part, on n'a pas beaucoup souffert de cela. Ensuite, économiquement, le gouvernement suisse a remboursé ou a créé des fonds et versé de l'argent presque dans les 24 heures, 48 heures. Les sociétés étaient très étonnées. Il y a eu une rapidité extrême. Ce fut presque trop rapide parce qu'il y a eu des abus, évidemment. Euh, donc là également, ça s'est relativement bien passé. Et puis, il y a eu la deuxième vague, ou je ne sais pas à laquelle on est, la troisième vague. Et là, ça s'est relativement mal passé euh, parce que, d'une part, le gouvernement a commencé à faire attention avant de verser des fonds. Il a fallu remplir toute une paperasse de documents. Et puis, il y a eu une sorte de ras-le-bol, malgré tout. Et il est apparu que beaucoup d'actions étaient incohérentes. Et l'incohérence, c'est quelque chose qui est difficile à supporter. On est d'accord de se soumettre à des restrictions pour autant qu'on les comprenne et pour autant qu'on puisse partager même le bien fondé. Or là, vers la fin, il y a eu vraiment des manifestations, ce qui est rare en Suisse. On en a un peu l'habitude parce qu'on regarde souvent la télévision française. Mais il y a eu alors des manifestations, surtout parmi les jeunes. Et je pense qu'à part les restaurateurs qui ont beaucoup et injustement souffert parce que les restaurants sont fermés, ceux qui ont le plus souffert, c'est toute la jeunesse parce que les cours dans les universités, ça fait une année qu'on les donne par Internet. Il n'y a plus de vie de campus, il n'y a plus de vie d'étudiants. L'étudiant travaille où il est 7 heures, 8 heures par jour connecté à son ordinateur, puis ensuite il ne peut pas sortir, il est de nouveau devant l'ordinateur. C'est quelque chose d'absolument frustrant et on a l'impression d'avoir perdu une année de sa jeunesse et aussi une année d'enseignement. Donc, voilà un peu la situation. Me concernant et concernant notre industrie, eh bien, cela fait plusieurs mois que nous sommes en train de sortir des chiffres qui correspondent à l'époque avant la pandémie, pré-pandémie. Il y a un retour incroyable, notamment en Chine, également aux États-Unis. Et cela fait en sorte que l'horlogerie, par exemple mars, a été un excellent mois. Et depuis le début de l'année, l'industrie horlogère suisse est en progression. Et on pense même qu'à d'ici la fin de l'année, elle puisse se rapprocher à l'époque pré-pandémique. Donc voilà la situation. Me concernant, je suis vacciné depuis aujourd'hui. Je suis vacciné depuis aujourd'hui. J'ai 72 ans et j'ai pas eu le Covid. Euh, et je n'ai pas trop souffert personnellement parce que j'ai continué à travailler, j'ai continué à faire pas mal de Zoom, j'ai appris à faire des Zooms, j'ai appris à parler devant des caméras. J'ai aussi vu la justification et le bien fondé de ces Zooms qui permettent de voyager dans le monde entier sans devoir se déplacer avec l'avion. Mais néanmoins, ça ne remplacera jamais le contact humain, le contact des yeux.
Nous sommes un animal social, nous avons besoin de cette chaleur, de ce contact, de cet échange social. Euh, et donc, voilà, je me réjouis que ce soit bientôt fini, que l'été arrive et qu'on puisse aller sur les plages et les terrasses et jouir de la vie. Justement, pour revenir à cet aspect d'animal social, votre parcours professionnel vous a amené après HEC Lausanne chez Audemars Piguet durant 5 années. L'histoire raconte que vous avez passé votre première année en tant qu'observateur, on va dire, des ateliers. Comment est-ce que vous avez atterri là-bas, d'une part, et ensuite, quelle a été votre réaction au moment où vous a annoncé justement que vous étiez engagé, mais pour observer, et qu'est-ce que vous avez au final pu retirer du métier d'artisan maître horloger? Alors, j'ai atterri là-bas par passion. Euh, J'avais décidé que ma passion serait l'horlogerie, parce que je ne suis pas né avec une passion. Rares sont d'ailleurs les jeunes gens nés avec des passions. Dieu ne donne pas à tout le monde la passion et la mission d'un Mozart ou d'un Picasso, hein. La plupart d'entre nous, nous naissons comme des êtres normaux et nous n'avons pas nécessairement une passion qui nous dévore depuis le premier jour. Par contre, les passions peuvent naître et on peut aussi les chercher. Et moi, j'ai cherché vraiment à m'accrocher à quelque chose qui pourrait me servir de guide et qui pourrait m'aider à transformer mon travail journalier en plaisance. Parce que le travail journalier, c'est pénible. Les Français parlent de la pénibilité du travail. Or, je crois que le seul moyen de sortir de la pénibilité du travail, c'est lorsque le travail est égal à votre passion. C'est ce qui arrive aux alpinistes, c'est ce qui arrive aux danseurs d'opéra, c'est ce qui arrive aux athlètes, aux entrepreneurs qui soudainement, pris par la passion de leur métier, de leur destin, n'arrivent presque plus à arrêter de travailler. Et la souffrance, on arrive à la surmonter grâce à la passion. Et la passion est une des expressions de l'amour. Et avec l'amour, on peut passer par-dessus toutes les montagnes, par-dessus toutes les difficultés. Et c'en est ainsi d'ailleurs pour la passion. Donc, j'avais décidé que, ayant eu, petit garçon, une énorme passion pour les machines à vapeur, j'avais décidé qu'une montre était aussi une machine à vapeur. Elle a des roues, elle a des axes, elle a des engrenages, elle a des leviers, elle a des démultiplications. Et donc, entre une machine à vapeur comme jouet et une montre comme jeu d'adulte, il n'y a pas une grande différence, si ce n'est que la volonté de la transformer en cela, c'est-à-dire de voir que la montre était comme mon ancien jouet et que je pouvais m'y attacher et que je pouvais avoir un plaisir. Et donc, j'ai atterri chez Audemars Piguet par chance parce que c'est un ami qui m'a introduit auprès de la direction générale. Et lorsque je me suis présenté pour le premier interview qui s'est bien passé, mais qui est arrivé à la fin à me donner plusieurs conditions. Et les conditions étaient les suivantes. D'abord, pendant 9 mois, un demi-salaire. Et ensuite, pendant ces 9 mois, aucun travail commercial, aucun travail de relations publiques, aucun travail marketing, seulement aucune secrétaire, aucun bureau, aucune carte de visite, aucun voyage, rien, si être assis à côté des horlogers pendant 9 mois, 8h30 par jour, pour regarder, pour écouter, pour comprendre, pour questionner et pour s'imprégner de la culture, de l'art horloger, de s'imprégner de l'art des montres, de s'imprégner de la manière de vivre, de la mentalité des horlogers, et afin, au bout de 9 mois, d'essayer de comprendre ce qu'est l'art horloger que je ne connaissais pas. Et à juste titre, le patron me disait, vous êtes ici avec zéro connaissance, vous ne connaissez strictement rien. Et tout ce que vous avez appris à l'école, qu'elle soit HEC ou autre, c'est de la théorie. Et dans la vie, il faut
un peu de théorie, mais surtout du pragmatisme, surtout de l'expérience. Et puis, si vous voulez être dans l'art horloger, vous ne pourrez jamais y exceller si vous ne comprenez pas ce qu'il est, si vous ne comprenez pas comment il est né, si vous ne comprenez pas comment il s'exprime. Si vous ne... Et pour mieux comprendre comment l'art horloger s'exprime, il faut arriver aussi à comprendre les artisans, ceux qui exercent ce métier. Et donc, rien de mieux que de passer 9 mois, 8 heures et demie par jour, assis à côté des horlogers, et vous serez assis à côté de tous les différents métiers qu'exercent ces horlogers, que ce soit le graveur, le sertisseur, le régleur, peu importe, vous allez passer à travers l'ensemble de la gamme opératoire du métier. Et évidemment, quand je suis rentré à la maison, j'étais tout d'abord déçu d'avoir un demi-salaire. Euh, Tout en travaillant 8 heures et demie par jour. Et puis j'étais déçu de ne pas pouvoir montrer ce que je savais faire et de devoir écouter et apprendre. Et j'avais eu l'impression que je venais d'apprendre toute ma vie, puisque j'avais passé que des années d'école, écolier, étudiant. Et je me suis dit, mince alors, maintenant que j'ai fini mes études, il faut que je recommence à étudier. Et donc, voilà. Et puis finalement, c'est le plus grand privilège professionnel qu'on m'a fait cadeau. C'est un cadeau exceptionnel parce que ces 9 mois m'ont permis d'entrer dans les plus profonds endroits de ma passion, comprendre vraiment ce que c'est cet art horloger, comprendre les hommes et les femmes qui exercent le métier, comprendre la région où ils habitent, euh, comprendre les us et coutumes qu'ils ont, leur manière de vivre, comprendre pourquoi leur maison était construite d'une certaine manière, comprendre leur bétail, parce que les horlogers étaient à l'époque, et beaucoup le sont encore aujourd'hui, de souches paysannes, ou ou encore des familles qui sont paysans et qui ont des vaches et qui font du lait, qui font du fromage. Donc tout ça m'a été donné pendant ces 9 mois à raison de 8 heures et demie par jour d'écoute et d'observation. Donc, je le considère aujourd'hui comme le plus grand privilège qu'on m'ait jamais donné dans mon métier. Vous mentionnez justement, enfin, au travers de toutes ces sagesses que vous y avez appris, vous mentionnez des noms comme Confucius et votre passé d'hippie, si j'ai bien compris. Euh, Qu'est-ce que vous gardez encore de ces différents enseignements et en quoi ont-ils pu vous aider dans votre carrière? Alors, Confucius, il m'a aidé de plusieurs façons. La première, c'est sa fameuse déclaration, si on ne veut pas souffrir de la pénibilité du travail journalier, transforme ton travail journalier en passion. Et si vous demandez à Paul McCartney s'il souffre chaque jour de jouer de la guitare, ou si vous aviez pu le demander à Jimi Hendrix, il vous aurait rigolé au nez en disant, mais attends, moi je travaille pas, je m'exerce, je joue. Si vous demandez à Cristiano Ronaldo s'il souffre de s'entraîner dans le stade, il va dire, mais vous rigolez, je m'amuse, je joue avec le ballon, je souffre pas. Donc, le fait d'être dans sa passion journalièrement, à raison de 8 ou 9 ou 10 ou 12 heures par jour, eh bien, ça enlève toute pression du travail. Mais si vous êtes seulement au travail et que vous n'êtes pas passionné par le travail, et que ce travail a comme mérite de vous rapporter un gain mensuel, eh bien, au bout d'un moment, vous allez vous réjouir pour le week-end, vous allez vous réjouir pour les jours de congé. Le 1er mai, ah, c'est dans 10 jours, quelle chance, on aura enfin congé. Vous allez vous réjouir pour les vacances d'été, je pourrais aller à Knokke-le-Zout, quelle chance. Et voilà, donc c'est bien la preuve. Et puis quand vous poserez les questions le lundi matin à des gens, comment ça va? Ils vont dire, oh, ça va comme un lundi matin. Donc, on voit bien que Confucius, déjà à l'époque, il y a des milliers d'années, avait raison de dire essayons d'éradiquer l'impression de travailler en transformant le travail dans notre passion. Et ça, Confucius, me l'a appris quand j'étais hippie et je ne l'ai jamais oublié. Puis là, par
contre, quand j'étais étudiant, bah, je n'ai pas pu exercer ce que disait Confucius, mais lorsque j'ai dû entrer dans la vie professionnelle, je me suis attelé à chercher du boulot, non pas chez Nestlé ou dans une banque ou dans une autre société, mais dans l'horlogerie, parce que j'ai voulu que ce soit ma passion. Et j'ai pensé, en allant dans l'horlogerie, si je pourrais m'attacher à ce métier plutôt que d'aller faire du trading de pétrole. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que Confucius m'a appris, c'est que seul le poisson mort, nage dans le sens du courant. Puisqu'il est mort, donc il se fait emporter dans la direction et à la vitesse du courant. Le poisson qui est vivant, il va à gauche, à droite du courant, ou contre le courant, ou lorsqu'il va avec le courant, il va 2 fois plus vite. Et donc, ça m'a fait dire que si dans ma vie, je fais comme les autres, c'est-à-dire que je me laisse aller dans le trend, dans la tendance, eh ben, je suis poisson mort. Et poisson vivant, c'est précisément d'aller à gauche ou à droite, ou derrière ou en arrière, ou plus vite en avant. Et ceci m'a amené à définir une sorte de comment est-ce qu'on peut dire ça, d'une théorie existentielle, toujours dans son métier, essayer d'être premier, différent, unique. Et quand vous êtes premier, différent et unique, eh ben, vous n'êtes pas un suiveur. Vous êtes devant, vous êtes ailleurs, vous êtes contrariant. On dit, c'est comme à la bourse, il faut acheter quand ça baisse et puis il faut vendre quand ça monte. Ceux qui vendent quand ça baisse, ben, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils perdent. Par contre, quand la bourse baisse ou le Bitcoin baisse, ben, il faut en acheter. Et les bienheureux qui ont acheté ce week-end du Bitcoin à moins 15 ou moins 20%, ben, aujourd'hui, ils sont à la fête. Et les pauvres qui ont eu peur, qui sont comme des poissons morts, qui ont suivi la masse. Et quand vous suivez la masse, vous êtes dans la masse, vous êtes dans le courant, et puis vous êtes mort, vous n'êtes plus vivant. Être vivant, c'est prendre son destin en main et aller volontairement dans d'autres directions que la masse. Et c'est un peu l'esprit d'entreprendre. Entreprendre, c'est d'avoir le courage de peut-être se tromper, avoir le courage d'aller dans une direction où personne ne va. Et voilà, et ça, Confucius nous l'a dit, et c'est les deux choses que je retiens de l'époque hippie, de ce que j'ai appris en lisant Confucius. Alors vous me direz, j'ai appris que 2 choses, c'est pas beaucoup, mais enfin, 2 choses, c'est mieux que rien, surtout que ces 2 éléments-là ont été capitaux dans le développement de ma vie professionnelle. Mais oui, justement, enfin, votre légende s'est notamment construite à travers l'aventure Blancpain. Pour information, pour ceux qui ne savent pas, vous l'avez acheté, enfin, vous êtes accaparé Oui, l'entreprise pour 22 000 francs suisses, oui. revendu plus tard pour 60 millions au groupe Swatch. En quoi justement cette, je ne vais pas dire exotisme, mais votre singularité vous a permis de vous lancer dans ce projet, malgré ce qu'on aurait pu en dire à cette époque-là? Et quels Bien, ont été les plus grands défis que vous avez pu rencontrer justement? ben, le plus grand défi, c'était d'avoir le courage d'être tout seul, d'aller dans toute l'horlogerie suisse pensait que le quartz allait sauver l'industrie. Toute l'horlogerie suisse, aussi bien le haut de gamme que le moyen de gamme et évidemment aussi le bas de gamme, s'est reconverti dans les montres à quartz parce que c'était la solution. C'était la solution. L'ensemble de l'industrie, l'ensemble des autorités gouvernementales, tout le monde encourageait l'horlogerie à investir dans les nouvelles technologies. Et la nouvelle technologie, c'était les microprocesseurs et les batteries. Et les microprocesseurs et les batteries ont donné naissance à la montre à quartz, qui est une montre extraordinaire parce qu'elle est extraordinairement précise. Elle tombe quasiment jamais en panne. Elle a presque pas besoin de soins. Elle a juste besoin de changer de batterie tous les 5 ans ou 10 ans. Donc, c'est un produit que tout le monde pensait exceptionnel et tout le monde disait, la vieille montre qui fait tic-tac, tic-tac, c'est mort. Il faut changer, il faut aller, il faut investir dans les nouvelles technologies, il faut investir dans les microprocesseurs, il faut investir dans les batteries, faut que la Suisse développe ses propres batteries. Donc, on a construit des usines
usines de batteries, on a construit des usines de microprocesseurs, des transistors, etc., etc. Donc, et moi, avec mon partenaire, on a dit, mais non, l'art horloger ne peut pas être mort. On peut inventer des lithographies, mais la peinture originale à l'huile ne va pas disparaître. C'est pas parce qu'il y a aussi des lithos ou des photos que l'original va mourir. Peut-être que l'art horloger va devenir plus restrictif, il y aura moins de demandes, peut-être, mais ça ne peut pas mourir. Et l'art horloger porte en lui le nom art. Et l'art, par définition, l'art est éternel. L'art des Beatles n'est pas mort, puisqu'il joue encore aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui écoutent des Beatles qu'à l'époque où ils étaient encore tous les quatre vivants. Il en est de même de Mozart. Mozart a une audience de milliards de gens ont écouté Mozart. Et il l'écoute toujours. Donc Mozart n'est pas mort. Son art n'est pas mort. Lui, il est mort, évidemment, mais que Dieu ait son âme. Mais l'art ne meurt pas. L'art de Picasso n'est pas mort. Il est pourtant décédé il y a déjà 100 ans presque. Donc, l'art horloger ne meurt pas. L'art horloger vous connecte ou se connecte à l'éternité, tout comme l'art de la sculpture, tout comme l'art de l'architecture, tout comme l'art de la peinture. L'art est par définition connecté à ce qui est éternel. Par contre, l'industrie, la technologie horlogère, elle est par définition connectée à l'obsolescence, parce que tout produit issu de la technologie va devenir un jour obsolète, car le progrès dans la technologie se fait au détriment de la technologie du passé. La télévision noir-blanc, aussi précise, aussi belle, aussi de qualité qu'elle soit, la télévision noir-blanc a été tuée par la télévision en couleur. Et puis la télévision en couleur va être tuée par la nouvelle télévision en 3D. Donc, la technologie, on voit bien, elle avance par destruction du passé. L'art avance par l'héritage de la tradition, l'héritage culturel. Donc, je pensais que l'art horloger ne serait pas mort et comme tout le monde l'abandonne, il est peut-être bienvenu maintenant de se l'accaparer et d'aller dans la direction où personne va. Et quand vous allez là où il n'y a personne, ben au moins vous êtes tout seul. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Suivre la foule et descendre avec la foule le ravin, comme les moutons qui se précipitent vers le ravin, ou bien aller chercher un endroit où vous êtes tout seul, où vous pourrez vous exprimer. Donc, je suis allé vers l'art horloger. C'était une réflexion, oui, mais c'était aussi du bon sens. Et c'est vrai qu'il fallait être sot pour penser que l'art horloger allait mourir. Non, il allait peut-être se réduire au profit de la technologie horlogère, le quartz, oui, mais il n'allait pas mourir. Donc, nous n'allions pas vers la mort. On allait vers un autre champ, c'est tout. Un champ peut-être plus étroit, plus petit, mais on a évité de courir avec tous les autres vers le précipice. Donc, c'était cette volonté d'être premier, différent et unique. En faisant pas comme tout le monde, vous êtes forcément différent. En faisant pas comme tout le monde, vous êtes forcément unique. Et en faisant pas comme tout le monde, il y a de fortes chances que vous soyez le premier à arriver sur ce nouveau champ, sur ce nouveau terrain où nous sommes allés. Donc, il fallait pas forcément énormément de courage, il fallait un peu de réflexion, et puis il fallait surtout, si vous voulez, le courage de se tromper. Mais comme nous partions de rien, et quand vous avez rien, vous ne pouvez rien perdre. Et comme vous n'avez jamais rien fait dans la vie, vous ne pouvez pas perdre non plus en réputation, puisque vous n'avez jamais rien fait. Vous voyez, celui qui a déjà gagné 3 fois une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est 4e jeu. S'il ne fait pas de médaille, on dira, ah, ben voilà, il a fait les Jeux Olympiques de trop. Il aurait dû arrêter au dernier jeu.
Donc, par contre, celui qui commence et qui a 19 ans et qui va pour la première fois aux Jeux Olympiques, il n'a rien à perdre. Donc, nous n'avions pas grand-chose à perdre. Après, les difficultés et les plus grands, ouais, les souvenirs de mes difficultés, c'était surtout la découverte que quand vous dirigez, vous êtes toujours tout seul. Parce que vous êtes tout seul à prendre en main le destin. Vous pouvez questionner votre garde rapprochée, vous pouvez poser des questions, vous pouvez consulter, vous pouvez observer, vous pouvez regarder, vous pouvez lire, mais à un moment donné, il y en a un seul qui appuie sur le bouton, et c'est vous. Et ça, j'étais pas forcément, j'avais pas l'habitude. Maintenant, je l'ai beaucoup plus, je comprends. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui me pesait. C'était cette solitude de l'entrepreneur. Et en plus, souvent, les conseils ou les conseillers sont plutôt là pour vous brosser le poil dans le bon sens, pour se positionner eux-mêmes, plutôt que de vous aider. Donc, on a une double solitude. La solitude, déjà, d'être tout seul à décider, mais ensuite la solitude parce que personne ne vous dit vraiment la vérité. Et ça, c'était c'est des souvenirs assez difficiles. Et puis l'autre souvenir que j'ai vécu à de nombreuses reprises, c'est le souci du lendemain financier. Comment vais-je payer les salaires demain? Comment vais-je payer ma pub? Comment vais-je payer mes fournisseurs? Comment vais-je payer les 32 kilos d'or que je viens d'acheter? Ce souci de l'argent, des rentrées de fonds, du paiement des débiteurs, c'est des soucis qui vous réveillent la nuit et qui vous empêchent de dormir, mais qui sont des soucis, comment est-ce qu'on peut dire, c'est des soucis relativement sains encore, parce que ça vous forge la carapace, ça vous forme aussi, ça vous guérit, ça vous aguerrit, ça vous renforce. Donc, c'est des éléments qui, à la fin, sont positifs. Vous avez déjà anticipé 3-4 questions. C'est magnifique, comme vous arrivez à tout synthétiser. Merci, j'adore le compliment. J'adore le compliment parce que l'esprit de synthèse, c'est une des expressions de l'intelligence. Plus vous êtes capable de synthétiser, j'ai toujours considéré mes collaborateurs par leur faculté de synthétiser. Et il y a des gens qui sont capables de vous écrire un mail en 5 lignes, et après 5 lignes, vous avez tout compris. Et il y a des gens qui vous écrivent 50 lignes et vous dites, mais merde, il veut dire quoi? Et c'est de là que m'est venue l'idée de me dire, mais ceux qui savent synthétiser, c'est probablement une grande capacité d'analyse, et l'analyse et donc la synthèse sont pour moi une des qualités, une des expressions de l'intelligence. Donc, merci beaucoup pour le compliment. De rien, avec plaisir. Du coup, l'humilité, pour rebondir justement à la position du chef d'entreprise, du leader, l'humilité, on en fait quoi? Alors, vous savez, le succès, beaucoup de gens, femmes, hommes, qui accèdent d'une façon ou d'une autre au succès, croient que le succès donne des privilèges. Or, pour moi, le succès vous donne des obligations. Puisque vous avez déjà le succès, eh bien, avec ce succès que vous venez d'avoir, vous avez des obligations. Lesquelles d'obligations? Eh bien, la première obligation, c'est d'être reconnaissant d'avoir reçu ce succès. Parce que le succès, on se le construit, certes, mais il y a une partie qu'on reçoit aussi. Et quelle partie est-ce qu'on reçoit? Eh bien, dans tout succès, il y a de la chance. Et la chance, on ne peut pas l'inventer. Elle vient ou elle ne vient pas. C'est vrai que plus on travaille, plus on est dans l'éthique, plus on est dans la morale, plus on partage, plus on est dans le respect, plus on a de chances de trouver la chance. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a un élément de chance. Ensuite, dans tout succès, il y a de l'aide.
On n'y arrive pas tout seul. Il y a des gens autour. Il y a des gens qui ont aidé, qui ont contribué. Donc, vous voyez que le succès, il n'a pas, il vous donne pas des privilèges. Bien sûr, le premier privilège que le succès vous donne, c'est d'avoir vous le succès. C'est déjà un privilège colossal. Et ça suffit, et c'est l'ultime privilège. Tout le reste, c'est des obligations. L'obligation de redonner, l'obligation de partager, l'obligation de donner aussi aux autres la part qui vous est revenue. Euh, et si vous pensez comme cela, vous ne pouvez pas tomber dans l'arrogance. Parce que arrogant veut dire je ne respecte pas autrui. Ça veut dire je ne suis pas reconnaissant. Et quand vous ne respectez pas autrui, et quand vous ne partagez pas, et quand vous ne redonnez pas, eh bien, et quand vous n'êtes pas reconnaissant, mais vous êtes dans une sorte de déni, et c'est ce que j'appelle l'arrogance. Donc, ne pas tomber, ne jamais tomber dans l'arrogance, c'est relativement facile quand on a compris que le succès vous accorde un privilège énorme, celui de l'avoir eu, mais il vous donne des obligations, cette obligation de reconnaissance, cette obligation de partager, cette obligation de respecter. Donc, quand vous avez cela, vous ne risquez pas de tomber dans l'arrogance. Ensuite, il faut bien le dire, le succès vous permet aussi d'assouvir le besoin de se profiler. Tout être humain a un besoin, je dirais, fondamental et logique et souhaitable d'ego. On a besoin d'ego. On peut pas être à plat. On a besoin d'ego. L'ego, c'est une certaine brillance. On a besoin de briller. On a besoin de se montrer. On a besoin de s'habiller différemment. On a besoin d'avoir une personnalité. On a besoin d'être différent. Donc, moi, j'ai aucun problème devant ce besoin. Néanmoins, le succès vous assouvit, il vous enlève une partie d'ego, puisque vous avez déjà eu. Donc, il n'y a pas besoin encore de le montrer. Donc, le succès, il assouvit, il doit calmer le besoin d'ego. Quand on n'a encore rien réussi, c'est normal qu'on veuille, c'est normal qu'on veut se mettre devant. Mais une fois qu'on a réussi, ben, il faut être seigneur, il faut pouvoir se retirer, il faut pouvoir redonner aux autres et il faut faire briller autrui. Et donc, voilà ma philosophie. Avec une telle philosophie, vous n'avez pas beaucoup de risque de tomber dans l'arrogance. Est-ce que, du coup, votre entrée dans la maison Hublot en 1980 s'est fait, au final, vous avez succédé à Monsieur Carlo Croco, on peut dire formidable, si pas sublime, fondateur de la maison, qui justement était entré justement dans l'univers de la montre avec ce nouveau modèle. On peut le dire, Hublot, au final, s'est caractérisé d'abord par ce bracelet en caoutchouc. Comment s'est passée justement votre entrée? Parce que vous étiez, si vous voulez, le nouveau roi, le premier successeur, qui justement étiez ressorti d'une très grande entreprise que vous avez créée Alors, vous-même. l'entrée chez Hublot a été extraordinairement facile parce qu'elle était la volonté de M. Croco. M. Croco a souhaité ma venue. M. Croco, lorsqu'il a souhaité ma venue, il s'est aussi montré digne de ce souhait dans le sens que lorsque je suis arrivé, il m'a donné carte blanche. Et quand on donne carte blanche, ça veut dire qu'on donne confiance. Et quand vous donnez confiance à quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un vous est déjà redevable de la morale et de l'éthique, parce que vous ne pouvez pas trahir sa confiance, mais je me sentais aussi redevable de mon succès. Donc, mon succès, je le forgeais pas seulement pour moi, je le forgeais aussi pour lui et pour la confiance dont il m'avait gratifié. Euh, et donc, le fait d'entrer chez Hublot ne m'a posé aucun problème, car j'avais l'appui total, l'appui sans condition de M. Croco. Et ça, je ne saurais jamais comment le remercier de m'avoir donné autant carte blanche pour une entreprise qui était la sienne, qu'il avait créée de A à Z
et il n'avait jamais eu de patron à part lui-même. Et donc, ma venue a dû être un bouleversement pour lui et il a été extraordinaire dans le sens il m'a traité comme si j'étais son enfant, comme si j'étais son successeur. Et donc, la transition, elle s'est faite euh, en, en douceur, sans aucun accroc, et elle s'est faite avec une nouvelle dynamique parce que je me suis aussi beaucoup appuyé sur lui, car quand quelqu'un vous donne confiance, ça vous met aussi en confiance vis-à-vis de cette personne. La confiance, c'est quelque chose qu'on partage. Et quand la confiance est partagée, eh bien, un plus un, ça fait 3. Voyez, et lorsque un plus un fait 3, vous imaginez, vous êtes beaucoup plus fort que quand un plus un fait 2. Et là, avec M. Croco, un plus un, ça faisait 3. Et ce qui fait que cette dynamique nouvelle qui est née par la confiance dont il m'a gratifié et la confiance que je lui ai rendue, nous sommes partis sur la Lune. Et ça, on a eu le succès que vous savez. Justement, enfin, vous parlez de la Lune, justement, le modèle Big Bang, comme on le dit, sorti tout juste un an après, qui a surpris d'ailleurs du coup modèle à travers lequel vous avez triplé, je crois, vos commandes cette année-là. Est-ce que vous pensez justement, et pour revenir à ce qu'on a dit, à la relation qu'on peut avoir à ses équipes, à la confiance, à l'humilité qu'on peut avoir, est-ce que vous pensez que le travail d'équipe a permis justement d'aboutir à ce succès et en même Il y temps, a, il- le succès n'est dû qu'à ce travail. Le succès n'est dû qu'à l'équipe. Le succès, c'est sans ma garde rapprochée, sans mes équipes, jamais, jamais nous n'arriverons à ce succès. C'est un succès exceptionnel, issu d'une combinaison de femmes et d'hommes exceptionnels, issu d'une garde rapprochée qui était avec moi depuis plusieurs années, avec laquelle nous communiquions avec les yeux et pas avec des procès-verbaux. Vous voyez, dans un procès verbal, on peut mentir, on peut écrire n'importe quoi. Les yeux, à 4 yeux, vous ne pouvez pas mentir avec les yeux. Vous pouvez mentir avec la bouche, avec la langue, avec la voix. Vous pouvez mentir avec la plume, avec l'écriture. Mais avec les yeux, vous ne pouvez pas mentir. Donc, c'était une équipe exceptionnelle. Je pense que nous avions la meilleure équipe du monde horloger. Nous aurions pu restaurer, restructurer n'importe quelle marque. Nous le pourrions encore aujourd'hui si je rassemble cette équipe et que je reprends les 6 personnes qui comptaient à l'époque et qui ont compté jusqu'à mon départ à la retraite. Si je reprends ces gens aujourd'hui, mais on restructure n'importe quelle entreprise. Vous voyez, c'est comme quand vous avez, je vais prendre un exemple du football, vous avez une équipe de football qui gagne, et puis elle gagne sous le maillot, un maillot rouge, qui est le maillot j'invente là, de Liverpool, et vous dites à cette équipe, eh bien l'année prochaine, tu vas jouer avec un maillot vert, et l'équipe s'appellera Juventus de Turin, et si c'est les mêmes joueurs, bah, l'année d'après, c'est l'équipe de Juventus qui gagne tout. Parce que ce n'est pas le maillot qui fait qu'on gagne, c'est ceux qui le mettent. Donc, si un très bon joueur change de maillot, bah, il va très bien jouer pour l'autre équipe. Et c'est la même chose ici. Si je reprends ces 6 ou 8 personnes qui ont contribué à mon succès depuis 1979, si je prends ces gens et je leur dis maintenant, on recommence tout, à partir du 1er juin, on va restructurer l'entreprise XYZ, mais on va avoir à peu de choses près le même succès, parce que c'est l'équipe qui a fait le succès. comment est-ce que le niveau de... Non, notre rapport au final à l'ancien et au nouveau, c'est-à-dire aux générations passées et futures, vous ont aidé justement à implanter la maison, par exemple, Hublot, dans d'autres marchés? Mais écoutez, c'est relativement facile. Euh, j'ai toujours pensé que vieillir veut dire ne pas comprendre le futur. Et c'est ce qu'on voit des fois avec des personnes un peu plus âgées
qui ne comprennent pas la jeunesse. C'est un problème récurrent avec chaque génération. On a une sorte d'incompréhension et on entend souvent les adultes ou les personnes plus âgées, je ne comprends pas les jeunes. Ah, ils sont sans arrêt sur le téléphone. On entendait ça il y a 30 ans quand le téléphone est né. Ils sont sans arrêt sur Internet. Ils sont sans arrêt sur Instagram, etc. Donc tout ça, c'est des signaux d'incompréhension. Et je me suis toujours dit que le seul moyen de ne pas vieillir, c'est de se connecter au futur et pas se connecter au passé. Et quand vous entendez parler des personnes un peu âgées, elles parlent souvent d'hier. Et moi, j'ai toujours refusé de parler d'hier parce que hier, je m'en fous. Je veux vivre demain. Hier, j'ai déjà vécu, donc ça me suffit. Donc, je veux vivre demain. Mais le meilleur moyen de vivre demain, c'est de savoir comment demain sera fait. Et pour savoir comment demain sera fait, ben, il faut demander à ceux qui font demain. Qui c'est qui fabrique demain? Qui sont les façonneurs de demain? Ben, c'est tous les milléniums. C'est tous les gens nés, allez, on va faire large, de 1990, de 1990, entre 1990 et 2000. C'est ces gens-là qui vont façonner ce siècle qui va venir. Le 21e siècle sera le siècle des gens qui sont nés entre 1990 et 2000. Car celui qui est né en 1990, en 2030, c'est-à-dire dans 7-8 ans, ben, il aura 40 ans. Donc, il sera un des acteurs qui façonneront ce siècle. Alors, pour comprendre comment le futur sera fait, rien de tel que demander aux acteurs du futur. Et pour demander aux acteurs du futur, ben, il faut un peu d'humilité. Il ne faut pas penser que moi je sais et eux ils ne savent pas. Il ne faut pas dire, moi, je sais comment, regarde, je ne les comprends pas, eux. Non, il faut se mettre à leur niveau et questionner et observer et être curieux et essayer d'apprendre. Car si les jeunes peuvent vous apprendre comment demain sera fait, ben vous n'allez pas vieillir, vous allez vous connecter à demain. Et c'était ça ma philosophie. Donc, le meilleur moyen, c'est que je ne m'entoure pas de gens qui ont mon âge, mais que je m'entoure de gens qui ont 60 ans de moins ou 50 ans au minimum de moins. Et ces gens-là, eh ben, je les respecte, ces gens-là, je les admire, parce que ces gens-là, c'est les façonneurs, c'est les bâtisseurs de demain. C'est pour ça que tous ces élèves, tous ces étudiants qui sont dans les universités maintenant, ce sont tous des bâtisseurs. C'est eux qui vont construire le monde. Et ces gens-là me donnent de l'espoir. Parce que ce n'est pas ma génération qui me donne de l'espoir. Ma génération, elle a été capable de faire 2 guerres mondiales. Elle a été capable de faire des guerres dans toute l'Asie, dans tout le Moyen-Orient. Elle a été capable de souiller les terres, de polluer les rivières, de salir les mers, de tuer les animaux, de faire des déforestations terrifiantes, de tuer la planète. Donc, ce n'est pas cette génération-là vers laquelle je me tourne pour avoir de l'espoir. Là, mon espoir, il vient de la nouvelle génération qui sera totalement différente et qui, elle, va sauver la planète. Tous les étudiants, vous, toute votre école, vous êtes tous des élus de Dieu pour venir sauver notre mère, la mère planète, la mère nature. Parce que les anciens, moi et compagnie, on vous l'a détruit. On vous a cassé votre planète. On vous a détruit. Et donc, vous êtes les sauveurs. Et comme vous êtes les sauveurs et que vous êtes nés pour sauver, je vous respecte, j'essaye de vous comprendre et de vous aider. Comment est-ce qu'on investit justement sur les futures générations tout en gardant ce côté pragmatique au final de l'entreprise, qui est à dire faire du profit? Est-ce que vous pourriez notamment raconter tout simplement votre implantation au marché chinois, qui pour moi explique magnifiquement la chose? Faire du profit, c'est pas suffisant. Il faut savoir comment on fait du profit. Parce que vous pouvez faire du profit avec les mains remplies de sang et vous pouvez faire des profits avec le cœur. Et aujourd'hui, il faut faire du profit avec le cœur, c'est-à-dire des profits où on partage. Et le partage en plusieurs personnes, il faut partager déjà avec la nature. Il faudrait que dans tous les comptes de pertes et profits, il y ait une rubrique qui s'appelle nature et qu'on verse 3, 5, peu importe combien de pourcentage ou pour 1000 à la nature.
et que si chaque entreprise pouvait donner 1 pour 1000 de son bénéfice à une fondation pour replanter des forêts, pour dépolluer les mers, eh ben, ça ferait déjà un progrès colossal. Après, il faut savoir partager avec les opérateurs, c'est-à-dire avec ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et après, il faut savoir partager avec ceux à qui appartient l'entreprise, c'est-à-dire les propriétaires ou les actionnaires. Et puis finalement, il faut savoir partager avec tout le monde, c'est-à-dire avec l'État en payant des taxes. Donc, il y a une vraie éthique de partage. Or, aujourd'hui, cette éthique de partage n'existe que partiellement. Tous ceux qui font de l'évasion fiscale, c'est déjà une première déviation. Qu'on veuille se dire, on paye trop d'impôts, je peux comprendre, mais il y a quand même un partage à faire. On ne paye pas nécessairement des impôts pour rien. Il y a des infrastructures, il y a des aéroports, il y a des trains, il y a quelque chose qui existe. Donc, vouloir cacher, vouloir évader les pressions fiscales, c'est légitime, c'était légitime à l'époque. Aujourd'hui, ça doit faire partie d'un partage. Bien sûr que on ne peut pas vouloir payer 50 ou 60% d'impôts, ça c'est trop, c'est confiscatoire. Donc il y a des nouveaux équilibres à trouver entre ce qu'on doit à l'État, entre ce qu'on doit à la nature, entre ce qu'on doit au personnel, ce qu'on doit aux collaborateurs, ce qu'on doit aux propriétaires, et finalement, ce qu'on doit aussi aux fournisseurs. Vous ne pouvez pas devenir riche en rendant les autres pauvres. Vous ne pouvez pas vous enrichir sur le dos d'autrui, sur le dos de l'esclavage, sur le dos des mains sales. Donc, il y a ce nouvel équilibre, et cet équilibre, il ne peut exister que s'il y a de la morale et de l'éthique. Et donc, il y a un enseignement de morale et d'éthique qu'il faut ramener. La morale et l'éthique, elle s'est perdue pendant le XXe siècle. Et il faut la retrouver. Et la morale et l'éthique, c'est quoi? Ben, c'est l'amour, quelque part. C'est pour ça que les Beatles chantaient All you need is love. Tout ce dont tu as besoin, c'est l'amour. Et l'amour ne veut pas dire entre deux personnes. Oui, aussi, mais enfin, il n'y a pas que ça. L'amour, c'est aimer. L'amour, c'est partager. L'amour, c'est respecter. L'amour, c'est pardonner. C'est ça la vraie définition. Et donc, dans l'entreprise, il y a une sorte d'idéal du partage à retrouver. C'est pour ça que j'aime pas trop quand on dit gagner de l'argent. Il faut après définir comment gagner de l'argent. Et ça c'est plus important. Plus important est de savoir comment je vais faire que comment je vais gagner. Il faut comment je vais partager. Et puis, il faut jamais oublier que les entreprises, c'est des gens, c'est des institutions extraordinaires parce qu'elles donnent quoi? Elles donnent de l'emploi et elles donnent de la rétribution par les dividendes, par les salaires. Et l'argent ne vient que d'en haut et il descend. Mais il faut qu'il descende. Et puis, il faut qu'il arrose tout le monde, y compris la planète. Et l'emploi, il doit descendre. Il doit descendre. Et à chaque niveau, il faut le respect de l'individu. Chaque individu est un contributeur. Et il n'y a pas des positions plus élevées, moins élevées. Oui, hiérarchiquement, oui, au niveau des responsabilités. Mais au niveau de l'existence même, un contrôleur de train ou un médecin, ils n'ont pas le même métier, mais les deux sont des contributeurs. Et l'un doit être respecté comme l'autre, point à la ligne. Donc, il y a ce nouvel équilibre qu'il faut redessiner et qu'il faut redéployer. Au niveau des conseils d'administration, comment vous arriviez à mettre en avant justement cette position, enfin, cette perspective, on va dire ça comme ça, cette conception d'au final où tout le monde a quelque chose à gagner si on allait Ah, vers mais ce sens? ça, c'est l'influence même du patron, suivant votre charisme, suivant votre rôle, suivant vos actionnaires aussi. Parce qu'à la fin, les vrais propriétaires sont souvent les actionnaires. Moi, ce n'était pas le cas, j'étais dans des entreprises privées. Mais voilà, il y a un besoin. Et aujourd'hui, je vois arriver de plus en plus de conseils d'administration qui ont cette conscience.